cette fois le juste tombe, cette fois il se relève. Je dis bien, cette fois le juste tombe, cette fois il se relève. La Bible déclare que l'arc de puissance sera brisé. L'arc de puissance sera brisé. Et les faibles auront la force pour ceinture. Les faibles auront la force pour ceinture. Vous êtes à l'émission Atmosphère, intervention chirurgicale transformée en frappe chirurgicale et financière. Frappe chirurgicale et financière. Le sujet qui défait la chronique aujourd'hui fait suite à un certain nombre de révélations du secret d'instruction. Le secret d'instruction par une procédure cavalière du ministère public contre la famille Bongo Valentin. Tout le monde se souvient là qu'il y a un passé relativement long où David Mberakouma prédisait avec exactitude ce qui allait arriver à Ali Bongo Deba. J'ai dit à Ali Bongo Deba, 6 mois avant le scrutin, 3 mois avant le scrutin, 2 semaines avant le scrutin, que le 3e mandat était un mandat de la mort. Parce que c'était un mandat qui n'avait aucune existence, aucun contenu, dès lors que l'Éternel des armées, le Dieu du Gabon, qui institue les princes et les autorités, qui établit le roi et qui les renverse sans aucune intervention humaine, avait décidé qu'Ali Bongo Deba ne serait pas le prochain président, après avoir passé 14 ans à la tête du pays, plus 42 ans de règne de gouvernance de son père Omar Bongo Deba. 56 ans de règne de gouvernance, 56 ans d'un système grabataire, un système eschatologique, commetteur et apocalyptique. Mais il n'y avait personne pour m'écouter. Il n'y avait personne pour entendre mon son de cloche. Je l'ai dit à Nourdine Bongo Valentin. J'ai dit à Nourdine Bongo Valentin, très cher petit frère. Je l'ai dit à Ouseni Ossa. Je l'ai dit à la Cruche Alianga. J'ai dit à toutes ces personnes qu'Ali Bongo ne sera pas le prochain président. Et je leur ai dit de ménager leurs efforts. Je l'ai dit au secrétaire général du Parti démocratique gabonais, Steve Dieko, qu'Ali Bongo Deba ne serait pas le prochain président. Je l'ai dit à l'ensemble de la majorité républicaine, sociale, hétéroclite et disparate. Ceux-là qui étaient totalement acquis à la cour d'Ali Bongo Deba. Je leur ai dit qu'Ali Bongo Deba ne sera pas le prochain président du Gabon. Et qu'il valait mieux pour eux de prendre le minimum qu'ils avaient et de quitter le pays. Il n'y a eu personne pour m'écouter. J'ai dit à Ouseni Ossa qu'il reste 2 semaines de la fin du processus électoral et du début du processus électoral. Prends tes clics et tes claques, retourne chez toi au Bénin. Parce que Ali Bongo ne sera pas présent. Et les militaires vont prendre le pouvoir. Je leur ai dit. J'ai dit, les militaires vont prendre le pouvoir et ils vont vous faire ça dur. J'ai dit à Ali Bongo Deba que les militaires prendront le pouvoir et tu seras isolé. Tes amis de circonstances vont t'abandonner. J'ai dit à Jean Boniface Sassele que le cabaret sera vide. J'ai dit à ma mère, Nkama Dabali Marie-Joséphine, qui a d'ailleurs tenté de m'emprisonner, que le Sporting Club n'aura plus personne, il n'y aura plus de gens là-bas. Voilà des cercles, des pôles d'excellence de pouvoir où les gens allaient prendre une illumination. Au cabaret des artistes, en jouant au Songo, avec mon grand-père Jean Boniface Sassele, en jouant au Ludo, en jouant au Damier, et ils étaient nommés comme ça. À partir d'un jeu de Ludo comme un jeu d'échecs. Chez ma grand-mère, Kamada Beni Marie-Joséphine, c'était pire. Il suffisait pour vous de porter un pagne à l'effigie de la gloire de son défunt mari, Omar Bongo Deba, ou bien à la gloire de son fils, Ali Bongo Deba, et vous étiez promu. Vous étiez conseiller lumière de Libreville, conseiller social, vous étiez directeur général, et même l'actuel ambassadeur haut représentant de 68 ans. Il allait siéger là-bas chez Kamada Bani Marie-Joséphine pour avoir une pitance. Mais il était le premier à demander Brice Koto Lingema de faire enfermer Kamada Bani Marie-Joséphine. Pour la simple raison qu'elle avait insulté son fils, qu'elle avait traité d'ingrat. Vous voyez ces gens-là comment ils sont malhonnêtes et méchants. Et aujourd'hui, il a vite fait un rétropédalage à 190 degrés. Et d'ailleurs, ce qui lui a d'ailleurs valu le poste d'ambassadeur haut représentant du Gabon à Paris, avec également une autre direction de l'Organisation internationale de la francophonie.
Et le monsieur va se requinquer à 68 ans alors qu'il est retraité. Et pendant que les anciens ambassadeurs ont été retraités à 62 ans, d'autres à 65 ans. Mais lui, à 68 ans, il devient ambassadeur. Ça, c'est le Gabon, justement, de la 5e République. J'ai dit à tous ces gens-là que cette 5e République se terminera en bandoulière. Je dis bien en bandoulière. Mais les amis, j'ai dit à Sylvia Bongo Valentin, j'ai dit à Nourdine, qui pouvait le faire à cette époque-là, où Nourdine incarnait la plénitude de toutes les prérogatives de puissance publique. Un simple coordinateur général de la présidence de la République qui était devenu le vice-président de la République. Et tous les amis de Nourdine l'ont abandonné. Et je le lui avais dit, mon ami. J'ai dit à Yann Ngoulou d'arrêter d'emmerder les gens. J'ai dit à Yann Ngoulou d'arrêter d'emmerder les gens. À peine je venais d'être nommé conseiller du maire de Libreville, le maire Zéléandre. Je suis nommé un lundi et le mercredi, le maire Zéléandre est convoqué. Le vendredi, il était en prison. Et voilà comment j'ai perdu comme ça 1 800 000 francs CFA que le maire Zéléandre venait de me proposer dans son bureau après m'avoir donné le taxi de 700 000 francs CFA. Le maire Zéléandre, paraît-il qu'actuellement, il est candidat également pour le poste de maire de Libreville. Un maire qui avait fait nommer plusieurs personnes à l'hôtel de ville, gonflant ainsi la masse salariale. Et il le disait aisément que non, il recrute ces gens-là pour préparer l'élection présidentielle dans le Grand Libreville. Mais lorsque le maire Zéléandre s'est retrouvé englué dans les difficultés, tous ces gens qu'il avait nommés l'ont abandonné. C'est encore moi, David Brakouma, qui était le seul, sinon l'unique, à le défendre avec Dylan Ping et quelques chasses mouchetés. Mais mon très cher aîné est sorti de prison, il est revenu victorieux, il ne connaît plus David Brakouma. Mais je ne sais pas quelle est l'ingratitude qui caractérise les hommes politiques. Je ne sais pas. Et pourquoi est-ce que ces gens-là se prévalent toujours d'être aussi méchants à l'égard de toutes les personnes qui arrivent à leur apporter une aide de réfléchir. Regardez Ali Bongo Ondimba. Je lui avais dit que tu seras seul, abandonné de tous. Tu seras seul dans ton pareil, dans ta tour de contrôle, dans ta tour d'ivoire. Et ils étaient les premiers. Pendant que Ali Bongo Ondimba, malade, lorsque je lui disais de laisser tomber, eux ils disaient à Ali Bongo Ondimba, non mais Ali Bongo Ondimba est en très parfaite santé. Même le docteur Iloko a aidé Ali Bongo Ondimba à avoir un certificat médical authentique, avec une absence de maladie, de pathologie. Or, tout le monde, vous le voyez bien, qu'Ali Bongo Ondimba, victime d'un double AVC, accident cardiovasculaire et accident cardio-cérébral, n'avait plus justement toutes les capacités cognitives requises pour pouvoir gérer la nation gabonaise. Mais ils étaient là. Les Marie-Madeleine Broncho ont traficoté la Constitution. Elle a réussi justement à substituer plusieurs articles constitutionnels en créant le triumvirat, un cheval de Troie pour procéder à la succession paradisiaque de Nourdine Bongo Ovinga à la tête du pays. Marie-Madeleine Broncho. Aujourd'hui, elle c'est la coule douce, elle n'est reprochée de quoi que ce soit, alors qu'elle a commis plusieurs actes de haute trahison. La falsification des actes réglementaires. Le tripatouillage de la Constitution, la loi fondamentale, ce archétype qui arrive justement à légitimer, à légaliser et à structurer le pouvoir politique. La loi fondamentale, avec une description minutieuse de nos droits fondamentaux, nos libertés et garanties constitutionnelles. Mais Marie-Madeleine Broncho, elle c'est la coule douce. Son fils Fabrice Andjoua, directeur général du budget pendant plusieurs années. C'est la coule douce. Actuellement, il était directeur de la concurrence et consommation de la lutte que je sais de quoi une autre supercherie. Ils ne sont poursuivis nullement. Mais c'est Nourdine Bongo, après avoir perdu son poste de coordinateur général des affaires présidentielles, avec Yann Ngoulou, qui était devenu le second vice-président de la République gabonaise, qui se trouve aujourd'hui poursuivi dans l'exercice de je ne sais quelle fonction. Voilà des individus qui n'avaient aucune fonction législative ou légiférante, qui sont poursuivis. Et pendant ce temps, les anciens directeurs généraux du budget, les anciens trésoriers payeurs généraux du Gabon, les anciens membres du gouvernement, cette architecturation qui a longé de la déstabilisation, la désinstitutionnalisation et la désarticulation de notre système étatique, eh bien, ils sont nullement impunis. Ils sont là dans l'impunité totale, généralisée.
C'est tout de même dommage et regrettable. Et on a vite fait de trouver un bouc émissaire, un certain monsieur Massassa, qui n'était rien d'autre que le ministre du pétrole, parce qu'il serait l'oncle de Yann Ngolo. On a vite fait de l'incarcérer et il croupit actuellement à la prison centrale de Libreville en toute indifférence. Et tous ceux qui ont participé à cette opération de catapultation justement de notre loi fondamentale, mais également de la désanoblissement de notre État, ne sont inquiétés nullement. On a récupéré un menu Fretin, un ancien ministre des Travaux publics, qui n'était d'ailleurs plus en fonction, dont on a peint comme étant un détourneur des deniers publics. Mais les anciens ministres du budget, des comptes publics, les secrétaires généraux, les ministres, toute l'architecture gouvernementale de cette époque n'a pas fait l'objet d'une arrestation. C'est tout de même une grande farce judiciaire. Je vous dis bien, c'est une farce judiciaire, une parodie judiciaire qui ne peut pas surprendre David Mberkouma. Bien au contraire. Mais je voudrais rappeler à toutes ces personnes malveillantes, à toutes ces personnes qui pensent que ce Gabon leur appartient. Le Gabon est loin d'être le vôtre. Le Gabon est le Gabon de tous les Gabonais. Et aujourd'hui, on a pu voir, à travers cette procédure judiciaire macabre, des magistrats parler au nom du chef de l'État. Ils n'étaient pas nombreux comme David Mberkouma de dénoncer justement l'autocratisme, l'autoritarisme du pouvoir et absolutisme du pouvoir qui est incarné par l'actuel détenteur exclusif du pouvoir, à travers une constitution bâclée, une constitution qui exalte la plénitude des prérogatives de puissance publique au mains d'un seul être humain. Et voilà, les magistrats arrivent à trouver des subterfuges avec un seul prétexte qu'on n'aurait pas obtenu, ce que disait Montesquieu dans l'esprit de la loi, le principe séparatoire du pouvoir entre l'exécutif, le pouvoir et le judiciaire. Et ils vont chez Ali Bongo Ondimba comme des espèces de voleurs, des brigands, des gangsters, des voleurs, des scélérats. Demander à Ali Bongo Ondimba de procéder à la signature d'actes de cession de ses biens sans aucun procès. C'est inimaginable. Je dis bien, c'est inimaginable. Et ce sont les mêmes qui vous parlent de l'état de droit. Ce sont les mêmes qui vous parlent des principes justement de la présomption d'innocence. Jusqu'à ce qu'on ait prouvé la culpabilité d'un individu au cours d'un procès contradictoire public, ce dernier est censé être innocent. Voilà un Ali Bongo Ondimba. Voilà son épouse Sylvia Bongo Ondimba, qui n'occupait aucune fonction officielle. Sylvia Bongo Valentin n'occupait aucune fonction officielle, mais dont on accuse d'avoir détourné les fonds publics. Et on voit même dans ce audio la pauvre s'exclamer, larmoyante, que mais je n'ai jamais volé l'argent de l'État. La pauvre Sylvia Bongo Ondimba. Mais certainement qu'elle n'a jamais volé l'argent de l'État, puisqu'elle n'occupait aucune fonction officielle, aucune fonction légiférante. Mais comme elle était l'épouse du chef de l'État, un chef de l'État malade, et paraît-il qu'elle arrivait à commettre des actes de falsification en écriture, les falsifications d'écriture publique à travers justement une usurpation des titres. Mais je ne sais pas où ces gens-là ont appris le droit. Une usurpation des titres. Mais c'est un cours de première année, les amis, première année de droit. Avant de traduire les faits en actes juridiques, ce sont les faits qui sont générateurs d'actes juridiques et non le contraire. Une usurpation de titres ne peut pas être attribuée à Sylvia Bongo Valentin, ce n'est pas possible. Elle a usurpé quel titre? Sylvia Bongo n'a jamais exercé le pouvoir exécutif. Elle n'a jamais exercé la fonction du chef de l'État. Et même Ali Bongo Ondimba a été clair. Il a dit que tous les actes réglementaires, tous les décrets, arrêtés, circulaires et autres qui ont été signés, et les décrets ont été signés de sa main. Et que lui seul, il est le responsable. C'est le principe de la responsabilité du fait personnel. La loi dispose qu'on est responsable. On est responsable du dommage qu'on aurait causé à autrui. La responsabilité du fait personnel, sinon la responsabilité individuelle. Et aujourd'hui, on accuse Sylvia Bongo Valentin d'être à l'origine de tous les crimes, de tous les péchés de Jupiter, de Saturne, d'Uranus et autres. Mais ces gens-là oublient que Sylvia Bongo Valentin est l'épouse d'un chef d'État, Ali Bongo Ondimba, qui a exercé 14 années de règne de pouvoir associé aux 42 ans de règne de pouvoir de son père. 46 ans, 56 ans de règne de gouvernance de la famille Bongo. Que
comment est-ce que vous arriverez justement à dissocier la richesse d'Ali Bongo Ondimba des sommes perçues dont vous les accusez d'avoir volé? Ali Bongo Ondimba est né sur une belle étoile. Son père, 42 ans de règne de pouvoir, Ali Bongo Ondimba était un homme d'affaires. Était un homme d'affaires. Et comme le fut le fils de Karim Wade. Mais le fils de Karim Wade, lorsque Macky Sall arrive au pouvoir, il va lui déposséder 147 milliards. Mais par des voies réglementaires. À travers un procès public, et il a pu nous soutirer 147 milliards avec une imposition de ne plus faire la politique et d'aller se cacher au Qatar. Au Qatar. Mais chez nous au Gabon, on arrive à prendre de l'argent. Mais c'est incroyable. J'ai jamais vu un tel niveau régressif de la justice de notre pays. C'est triste, c'est dommage. Lorsque j'ai vu cette image d'Ali Bongo Ondimba, non seulement affaibli, mais dans tout son bon sens, Ali Bongo Ondimba dont on a dit avoir perdu la mémoire, Ali Bongo Ondimba dont on a dit ne plus être capable de diriger le pays. Mais c'est le même Ali Bongo Ondimba qui refusait de signer ses actes de cession et qui le rappelait d'ailleurs à votre responsable de l'agence judiciaire de l'État. Oh, quelle parodie de justice. C'est avec mélancolie que j'arrive une fois de plus à constater qu'Ali Bongo Ondimba était dans son bon sens. Ali Bongo Ondimba réclamait justement les principes élémentaires du droit, le droit à la défense, le droit à la représentation. Et il va leur dire, mais mon fils Nourdine, mais est-ce que tu as pris la peine d'appeler Maître Gisèle Eyoui, qui est notre avocat? Et ce sont des principes élémentaires. Le principe d'avoir un avocat, le principe de la défense, la représentation. Mais ces gens-là couraient, disent non, 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 mais monsieur le chef de l'État, vous savez, on a reçu une injonction de l'actuel président de la République, le détenteur de tous les pouvoirs, qui nous a dit que cette opération expéditive doit s'exécuter avant 12 heures et on vous fait embarquer dans un avion qui sera affrété à ce sujet et vous irez partout où vous irez. Mais avec une autre conditionnalité, c'est que vous signez un document. Vous signez un document où vous vous engagez à ne pas poursuivre l'État, à ne pas poursuivre toutes les personnes qui sont dans cette chaîne de spoliation de vos biens. Mais quelle activité macabre! Quelle activité macabre! Les magistrats, escrocs, voleurs, brigands, gangsters, qui arrivent comme ça à violer le serment de la justice, une balance verbale, qui est le symbole de l'équilibre. L'équilibre des droits, l'équilibre des libertés, l'équilibre des garanties et autres. La déclaration universelle des droits de l'homme et de l'histoire de 1782, orientée par la lutte contre les privilèges monarchiques, stipule très clairement que tous les êtres humains naissent libres, égaux en droit, en dignité et qui sont dotés de la personnalité juridique. La personnalité juridique d'Ali Bongo Ondimba, elle a été contrefaite. La personnalité juridique de Nourdine Bongo Ondimba, elle a été violentée. La personnalité juridique de Sylvia Bongo Valentin, elle a été obstruée par un système judiciaire lacunaire, un système judiciaire régressif. Et c'est pourquoi j'insiste pour le rappeler à ces gens-là qui n'ont pas les papiers. La problématique des papiers. Bissa Ngobi, Bissa Ngobi, Bissa Ngobi, Bissa Ngobi. Les papiers, les papiers. Ces gens n'ont pas les papiers, ils n'ont pas les papiers. Mais Tibo Bissa Ngobi n'a pas les papiers. Et je leur ai toujours dit que vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas à la hauteur de défendre Brice Koto Ligema. Lorsque les vents contraires vont souffler, parce que vous le voulez ou pas, vous n'êtes pas capable de voir au-delà des sens physiques. Vous n'êtes pas capable d'être le fils d'Isaka comme David Beakouma pour pouvoir être connecté aux Pléiades, aux Assoïdes, aux Gitans, aux Mutants, aux Minotaures, pour avoir un certain nombre d'informations. Je vous dis, la tempête arrive. La tempête arrive. Et c'est une tempête inévitable qui va dévaster tout ce qui arrive comme ça, à matraquer les gens, tout ce qui arrive comme ça, à violenter l'état de droit, tout ce qui arrive comme ça, à détruire les vies humaines. Je vous dis, vous n'y échapperez pas. La Bible dit que celui qui renverse une muraille sera mordu par le serpent. Celui qui renverse une muraille sera mordu par le serpent. C'est la loi de l'écho, la loi du choc en retour. Vous savez, l'ingratitude vous fera toujours payer le pire. Ali Bongo Ondimba n'a pas été qu'un homme méchant. Ali Bongo Ondimba n'a pas été qu'un homme sanguinaire. Mais Ali Bongo Ondimba a été un chef d'État. Ali Bongo Ondimba a été celui qui était à l'origine des richesses de toutes ces personnes.
Nkama Dabani, Marie-Joséphine, a été celle qui a contribué à l'enrichissement de toutes ces personnes. Sans compter Jean Boniface Sassélé. Mais regardez là où ces gens-là se retrouvent comme ça, aujourd'hui. Abandonnés. Abandonnés par toutes ces personnes qu'ils ont enrichies. Et des personnes qui ont été enrichies au-delà d'ailleurs de leur sens physique, au-delà de leurs opportunités, au-delà de leurs capacités intellectuelles, les capacités physiques, les capacités mentales, les capacités psychosomatiques. Il n'y a rien, ils n'ont pas les papiers. Bissa Angobi, il n'y a pas les papiers. Et vous le voyez voltiger à tout bout de champ, ils sont obligés de se prostituer. Des politiciens prostitués. Des politiciens prostitués. Et ceux-là qui chantaient hier les cantiques et louanges de Nourdine Bongo Valentin, ce sont eux aujourd'hui qui arrivent maintenant à récriminer Nourdine Bongo Valentin, l'accusant de tous les péchés. Parce que quoi? Ils sont maintenant assis à côté du prince de béton. C'est vraiment dommage et regrettable. Mais il faut que Brice Côté Oligingema le sache. Parce que ma grand-mère Nkama Dabani, Marie-Joséphine, à travers une très belle sonorité, le disait aisément que celui qui a trahi trahira. Ces gens-là ont trahi Omar Bongo Oniba. En toute vergogne. Ils ont trahi Ali Bongo Oniba. Ils ont trahi Nourdine Bongo. Ils ont trahi Sylvia Bongo Valentin. Mais monsieur Brice Côté Oligingema, ce n'est pas vous que ces gens-là ne trahiront pas. Vous serez bel et bien trahis. Et vous vous retrouverez seul au tribunal de l'histoire. Vous vous retrouverez seul. Ça, je vous le dis très clairement. Vous vous retrouverez seul au tribunal de l'histoire. Toutes ces personnes-là, pour lesquelles vous vous êtes associés, ces mercantilistes épicuriens, ces budgétivores, ces individus sans base législative, ces personnalités politiques sans éthique, sans morale, vous guettent chaque jour. Ils arrivent à vous épier. Ce sont eux qui arrivent à vous enregistrer. De jour comme de nuit. Quel que soit le lieu où vous serez, ces gens-là sont avec vous. Comme une ombre, comme une empreinte. Et ces gens-là, ils jouent un rôle dont vous ignorez. Et que vous le vouliez ou pas, ils joueront ce rôle-là jusqu'au bout. Jusqu'à ce que la prophétie s'accomplisse. Habakkuk 4.6 le disait, que si la prophétie tarde à arriver, attends-la, car certainement elle s'accomplira. Elle s'accomplira, certainement la prophétie s'accomplira. Ce procès du 10 novembre est un procès de la honte. C'est un procès du déshonneur. C'est un procès qui, à mon sens, n'aura aucune existence, aucun contenu, dès lors que les accusés ont été spoliés. Et ces derniers ont bien dit que leur argent a été volé. Mais malheureusement, ils ne nous disent pas qui a volé leur argent. Et quels sont les circuits qui ont été pris par cet argent. Cet argent qui a été pris a transité par qui? Et cet argent se trouve où actuellement? Cet argent aurait pu se trouver au trésor public. Cet argent aurait pu se trouver à la caisse de dépôt et consignation. Cet argent aurait pu se trouver au patrimoine de l'État. Mais cet argent n'est certainement pas là-bas. Et la preuve que cet argent n'est pas là-bas, c'est que vous pouvez vérifier leur loi de finances de 2026. Une loi de finances eschatologique. Une loi de finances chromateuse, apocalyptique, avec une incapacité notoire de toutes ces personnes d'arriver à identifier, inventorier, structurer des politiques publiques en matière de relance de la croissance économique. La relance de la croissance économique par la politique des grands travaux. Une relance de la croissance économique qui avait été initiée par John Maynard Keynes lors de la période de la reconstruction. La reconstruction. La relance de la croissance économique par la stimulation de la demande. La stimulation de la demande. La relance de la croissance économique par la confrontation de l'offre et la demande. Parce que l'offre est capable de susciter sa propre demande. Ce sont des mécanismes élémentaires de l'économie primaire. L'économie familiale pour ceux-là qui n'ont pas le même cerveau-serveur que David Beakouma. Ceux-là qui n'ont pas été frappés du saut du savoir et l'onction de la faculté comme David Beakouma. Je suis loin d'être un économiste monétariste. Les économistes budgétivores, mercantilistes et épicuriens, tels qu'Alexandre Barreau-Chambry. Ceux-là qui ont toujours suscité des fausses politiques publiques avec une incapacité notoire d'arriver à une réduction du train de vie de l'État. Arriver à la lutte contre la corruption, la lutte contre la gabegie, la lutte contre le gaspillage financier. Et ils se disent être des économistes. La relance de la croissance économique par la rationalisation budgétaire. La rationalisation budgétaire. Bonjour maman. Maximiser les satisfactions avec un minimum de coûts.
Mais regardez leur loi de finances. Elle est totalement aux antipodes même de la vision du chef de l'État Brice Clotaire Oligui Nguema. Des contrefaçeurs, des déstabilisateurs, des complotistes, ils sont là avec Brice Clotaire Oligui Nguema, mangeant et buvant, et ils attendent la période fatidique pour donner le coup fatal. Et ceux-là qui arrivent à vouloir opportunité de réfléchir à Brice Clotaire Oligui Nguema, qui veulent démystifier tous ces faux bacheliers, ces faux diplômés des quartiers sous-intégrés, des faubourgs de Paris, d'Oxford, de Cambridge et autres, à travers des études contrefaites obtenues par des canaux non officiels, des études obtenues par le plan numérique, des études en distance. Ce sont des études qui n'ont aucune compétence, aucun savoir, aucune expertise, aucun professionnalisme. Et la preuve est là. On voit bien l'état de déliquescence de notre système économique. Avec le monopole de la société d'énergie du Gabon. Une société en situation de monopole alors qu'elle devait être en situation d'oligopole. Pour créer une saine compétition, pour avoir un meilleur service de qualité. Mais comme nous sommes dans un système totalitaire, eh bien, le totalitarisme au pouvoir a également entraîné la société d'énergie du Gabon dans ce matraquage psychologique des populations avec la destruction de leurs biens, mais également de leur confort matériel. Et il n'y a aucune justice pour contraindre la société d'énergie du Gabon à améliorer son service client, améliorer la qualité de ses soins de santé prioritaires. Et ce gouvernement des incapables, avec une oligarchie des incapables, avec des diplômés des incapables, arrive à mentir à l'opinion publique nationale et internationale que le Gabon aurait mis des politiques publiques en matière d'accès universel à l'eau potable. L'eau potable, une denrée inestimable. L'énergie, une denrée incontournable. Sans l'eau, sans énergie, il n'y a aucune vie, il n'y a aucune possibilité de pouvoir envisager le développement avec succès. Ce n'est pas possible. Avec un couvert pluviométrique de plus de 90%, le Gabon tout entier est couvert de eau. Vous avez le goût avec tous ces influents, le Como, le Kano, l'Ampassa et autres, et ils ne sont pas capables de donner l'eau potable à une faible population, une minime population. Avec autant de couverts végétaux, ils ne sont pas capables de donner les populations l'électricité. Ailleurs, on arrive à transformer justement la poubelle en énergie électrique. La poubelle, on la transforme en énergie électrique. Depuis que les détenteurs de la transition sont au pouvoir, les collectivités locales, décentralisées, déconcentrées ou décongestionnées, sont incapables de ramasser les poubelles. Mais ce sont les forces de défense et de sécurité, avec toute la logistique, avec tous les moyens mis à leur disposition par le chef de l'État, avec tous les engins achetés par le chef de l'État, ils ne sont pas capables d'enlever la poubelle. Ils ne sont pas capables. Mais ils veulent poursuivre la transition pour les 5 prochaines années à venir. Alors qu'on a bien vu le bilan eschatologique de leur gestion, une gestion scabreuse, une gestion apocalyptique, une gestion aujourd'hui qui arrive à susciter un certain désintérêt des populations gabonaises. Un exécutif monocéphale, une chambre bicamérale monocéphale, un conseil municipal et départemental monocéphale. Et d'ailleurs, je suis heureux que le chef de l'État ait d'ailleurs emprunté, accepté ma proposition qui consistait à faire en sorte que tous les ministres qui ont été élus ne puissent plus parvenir à l'architecture gouvernementale et qu'ils aillent siéger à l'Assemblée nationale avec leurs suppléants. Et là, j'apprends, d'après un disque de Radio Moscou, de Bomengom, le KGB, que le chef de l'État aurait d'ailleurs donné des instructions fermes de telle sorte que ceux qui ont été ministres et qui ont gagné les élections ne puissent plus revenir au sein de l'architecture.